Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo courte sur un jeu que j'apprécie particulièrement, c'est Arena The Contest. Arena The Contest à la base c'est un jeu de combat en arène, donc sur un plateau qui est comme ça, en arène, qu'on compose avec deux équipes qui luttent l'une contre l'autre. Et il y a un mode aventure aussi avec une campagne à suivre, une campagne plutôt courte et facilement qu'on peut terminer sans passer une année complète dessus. Cette campagne est composée de différents scénarios qui vont avoir des embranchements différents en fonction de nos actions. C'est très orienté combat, parce que c'est quand même à la base un jeu de combat dans une arène, donc forcément les scénarios sont orientés combat. On doit souvent, soit aller ici par exemple, c'est aller détruire cette porte-là, tout en survivant, pour faire la suite de l'aventure. Dans un scénario auparavant, on devait libérer des prisonniers et éliminer un chef orc. Voilà, donc ce style, il y a plusieurs objectifs dans les scénarios. Des objectifs principaux, des objectifs secondaires qui vont nous permettre de récupérer des XP, mais également de développer l'aventure. Donc ça, c'est un côté super sympa. Par exemple, dans le scénario précédent, en fonction des petits spoils, en fonction du nombre de prisonniers que vous aurez libérés, chaque prisonnier a en fait un nom et une histoire et des informations à vous donner sur la suite de l'aventure. Donc ça peut vous permettre de récupérer des objets, des informations ou d'améliorer en fait le récit de l'aventure. Qu'est-ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'au-delà de l'aventure, du lore et de l'univers qui est très sympathique, il y a notamment un artbook qui est avec le jeu et que je conseille fortement à ceux qui aiment ce jeu. Il y a toute l'histoire du monde de Tanares, pourquoi on fait les combats dans les arènes à la place de faire des guerres. Et donc, une épopée fantastique pour quelques valeureux héros. Tout ça, c'est raconté dans le artbook. Et au niveau du jeu et du système de combat, je trouve qu'ils ont fait une formidable adaptation pour utiliser un système qui marche très bien en arène. Ils l'ont bien adapté pour un jeu d'aventure, puisqu'on reprend les mêmes mécaniques, à savoir qu'on a nos héros qui vont être capables de faire une action de mouvement, une action de base, ou une action spéciale, et quelques actions gratuites. Et comme échanger un objet, comme je ne sais plus ce qu'on peut faire d'autre comme action gratuite, mais parfois aussi c'est ouvrir les coffres. Donc c'est gratuit ou presque, parce que ça vous fait dépenser un point de mouvement, mais parmi les points de mouvement que vous avez, donc ça n'interrompt pas votre déplacement, ouvrir une porte et ainsi de suite. Donc il y a quelques petites actions gratuites comme ça. Mais principalement, vous avez deux actions, en fait on les retrouve sur la fiche de personnage. Au début de l'aventure, en tout cas, vous avez deux actions de base, c'est deux attaques, qui sont ici, en couleur argent. Hein. Ces actions, on les retrouve aussi sous forme de cartes. Là, ici, c'est un spécial. Voilà, on les retrouve sous forme de cartes. D'accord. Et donc, je peux faire un mouvement et une action héroïque. Ou alors, je peux faire deux mouvements. Mais par contre, je ne peux pas faire deux actions, enfin, pas héroïques, mais primaires. Je peux faire qu'un mouvement et une action principale, comme celle-là. Et que celle-là, je vais pouvoir la faire à chacun de mes tours si je peux la faire. Ici, on voit qu'il y a la cible, le type d'attaque, si c'est à distance ou pas, et à combien de distance. 8 cases, ça fait une bonne distance là-dessus. Dans le jeu, on se déplace en diagonale également, hein, tout ce qui est assez adjacent et diagonale, donc c'est orthogonal et diagonale. Donc les distances, vous voyez, on peut tirer de très loin. Les personnages ne bloquent pas votre ligne de vue, il n'y a que les murs réellement qui peuvent couper votre ligne de vue, notamment au niveau des angles par exemple, que ce soit pour le déplacement ou pour le tir, on ne peut pas passer à travers un angle ici, enfin qui toucherait le bord d'un mur en fait. D'accord. Donc si je veux me déplacer ici, il faut que je contourne l'angle. Donc on a cette action là et le déplacement, et vous voyez que sur ces actions là, un truc très intéressant, c'est que vous avez un nombre de dégâts, donc qui sont jamais les mêmes en fonction des attaques, et des effets. Et c'est la partie effet finalement qui fait tout le sel du jeu, c'est que les effets, on va pouvoir mettre des pions de statut sur les personnages, qui vont les ralentir, qui vont les rendre exposés, donc qui vont prendre plus de dégâts, qui vont diminuer ou augmenter leur défense, qui vont les empêcher de s'écarter quand ils sont au contact, plein de choses comme ça. Et la combinaison des 4 personnages que l'on va diriger va faire qu'on va essayer de trouver la meilleure optimisation pour terminer notre mission correctement, enfin notre aventure. En plus de ça, dans les scénarios, vous avez donc toute une partie mise en place, une partie événement. Donc en fonction des scénarios, c'est pas amené de la même façon. Ça peut être différentes choses qui vont déclencher ces événements. Et c'est ce qui va faire le sel de chaque scénario en fait. Donc il n'y a pas beaucoup de scénarios dans la campagne. Je ne sais pas si je connais le nombre de scénarios dans la campagne, mais il n'y en a pas. Je pense qu'en tout, la campagne, avec les embranchements, on doit faire 6 scénarios ou un truc comme ça. Il y en a quand même pas mal dans le livre, donc je pense qu'il y a quand même pas mal d'embranchements.
Faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, c'est pas une campagne dont on ne voit jamais le bout. Sauf si on ne joue pas au jeu, évidemment. Truc très sympa aussi, c'est que chaque attaque, alors on ne le voit pas sur les fiches de personnages, mais sur les cartes ici, vous avez cette partie ratée. Donc même quand je rate mon dé, il y a des dégâts qui sont résiduels. Donc en fait, je peux continuer à faire des dégâts, même si j'ai raté mon dé. Donc la partie ne va pas s'enliser dans les jets de dés ratés, si vraiment on manque de chance, et qu'on manque de chance pour nous-mêmes ou pour les ennemis, mais forcément ça va avancer. Les points de vie, comment ils sont surveillés sur le plateau? Ils ne sont pas surveillés sur les personnages. On a notre maximum de points de vie qui est indiqué ici. On a notre attaque basique dont on se sert très peu finalement, puisqu'on se sert surtout des attaques qui ont des effets. Mais on pourrait utiliser une attaque basique si on n'a pas d'effet, ou si une carte nous oblige à l'utiliser. On a un niveau de défense, donc ça veut dire que quand on m'attaque ou quand j'attaque un personnage qui a une défense, on lance un D20 et je dois faire, avec tous les modificateurs, je dois faire égal ou au-dessus de la défense. Et ici, c'est le nombre de cases de mouvement. Ici, on a un effet permanent, enfin passif, qui se déclenche avec ici l'effet qui le déclenche. Donc dès que je pourrais déclencher, j'aurai cet effet-là. Donc les dégâts, c'est assez sympa d'avoir des dégâts résiduels qui font que la partie ne va pas s'enliser. Et en plus de ça, pendant la campagne, vous allez pouvoir récupérer des cartes. Donc par exemple ici, mon personnage, c'était le nécromancien, il avait ces cartes-là de base, qui correspondent à ces 4 actions. Il m'en manque une, je ne sais pas où elle est là. Et j'ai récupéré une carte supplémentaire, qui ne lui appartient pas à la base, mais qui appartient à sa catégorie de personnage, donc qui était le healer. Donc j'ai récupéré une carte de la druide, qui est un healer aussi, qui est une catégorie healer. Et ça me permet d'avoir une compétence en plus que je peux utiliser. Donc ça ne donne pas plus d'actions possibles pendant le tour, mais ça vous donne plus de choix. D'accord ? Dans les possibilités d'amélioration, on a aussi des parchemins, donc qui sont utilisables une fois et après ils sont enlevés du jeu. Des améliorations de personnage. Là, ici, mon personnage a gagné plus 10 en vie. Donc ça, j'ai utilisé de l'expérience pour gagner cette carte-là. L'expérience, elle est commune à tout le groupe. On la gagne ensemble. Et il ne pleut pas les points de compétence. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, pour réussir un objectif, on a 4 points de compétence. Pour chaque héros survivant, on a un point d'XP qui arrive en plus. Donc voilà, généralement, dans une aventure, on peut arriver à 10-12 gros max si on fait tous les objectifs secondaires. Et qu'on est tous vivants à la fin de l'aventure. Donc ça vous fait, sachant que les XP sont partagés, que pour avoir une carte en plus d'amélioration de personnage, c'est 4 XP, c'est quand même pas mal. Et si je voulais reprendre une deuxième carte identique d'amélioration, ça me coûterait 8 XP. D'accord. En termes de points de vie, donc les attaques des monstres, vous les avez en fait, les dégâts qu'ils font sont sur leur fiche ici. Dans chaque scénario, vous avez les monstres. Ici, on a le Lava Citadel, ici, on en a d'autres. Hein. Vous voyez que les monstres, quand ils font leur attaque, il y a des effets. Et en plus, ils font à peu près 12 dégâts en moyenne, entre 10 et 12 dégâts, si on ne change pas, si on n'est pas plus robuste. Ici, ils ont un effet qui font qu'ils regagnent 3 points de vie, ça c'est les vampires. Et vous voyez, eux aussi, si jamais ils ratent leur jet de dés, parce qu'on fait un jet de dés pour les ennemis, eh bien, ils nous font quand même 5 points de dégâts. Ici, c'est l'overlord du truc. Lui, il regagne carrément 8 points de vie, et il fait des attaques à 16 dégâts. Les personnages ont entre 50 et 60 points de vie. Donc 70 pour le tank par exemple, elle a 55 au départ pour le shooter, et le healer il a 60. Vous voyez, donc ça peut aller très vite, hein. En moins de 5 rounds, on peut se prendre vraiment pas mal de dégâts. Et même dans un seul round, si on a 3 ennemis, 3 vampires là qui nous attaquent et qui réussissent leurs attaques, ça peut partir très vite. Donc évidemment, il va falloir faire attention, ne pas foncer tête baissée, parce que c'est quand même risqué pour vos personnages. Un truc qui est très bien fait, c'est que les ennemis vont vous surprendre grâce à l'IA, grâce à cette carte ici, où ils vont avoir leur type d'attaque indiqué. Donc de base, ils vont aller chercher le joueur le plus proche, enfin le héros le plus proche. En cas d'égalité, dans le plus proche, ils vont prendre celui qui a le moins de points de vie. Et sinon, en fait, quand on va tirer cette carte-là, potentiellement, ça va être autre chose comme attaque. Donc, ils vont avoir des effets de renforcement. Et ici, ils vont devoir faire, ici, le héros plus près avec le HP le plus bas, avec le nombre de points de vie le plus bas. Là, c'est le héros qui a le moins de points de vie dans un rayon de 6 cases. Donc voilà, ça va changer, en fait, les stratégies des ennemis.
Et en fait, en faisant exactement le même scénario, vu que les cartes, on va les remélanger à chaque fois, eh ben, vous aurez des réactions et un comportement du scénario qui sera complètement différent. Alors, il ne faudra pas trouver dans Arena The Contest des tests de compétences, des choses comme ça. On est orienté sur du combat, puisque c'est le système de combat en arène qui est repris. On aura des petits trucs en plus, comme quoi on va dépenser une action complète pour libérer un prisonnier, par exemple. Il faudra détruire la porte, par exemple, ici dans ce scénario-là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller détruire la porte, donc il faut lui mettre des coups dans la porte pour la défoncer. On aura des petits portails ici qui vont avoir des événements associés. Ça pourrait être des événements associés au nombre de tours joués, et des choses comme ça. D'accord. Donc c'est assez cool. Les mises en place, les règles sont super claires. Il n'y a vraiment pas trop de soucis à avoir dessus. Parfois vous avez aussi cette zone-là, vous voyez qu'ici il y a des choses qui vont apparaître, mais ce sera vers la fin, à partir d'un événement. Donc je crois dans ce scénario-là, en fait, il y a le vampire du domaine qui apparaît tout au long de l'aventure, qui vient nous faire 10 points de dégâts en fait de temps en temps, enfin à chaque fin de round en fait. Et une fois qu'on aura défoncé cette porte-là, il va apparaître ici, il arrêtera de faire ça et il faudra le combattre pour l'éliminer complètement. Donc voilà, et ce scénario-là ne ressemble pas du tout au premier scénario. En plus de ça, dans le mode aventure, vous avez des cartes ici qui vont venir vous donner des choix dans l'aventure, dans les scénarios. En fonction de la fin d'une histoire, ben, vous aurez différentes cartes à piocher, des choix à faire dessus, un peu d'histoire aussi dessus. Et voilà, et ça fait un petit jeu d'aventure super complet, super agréable, avec pas trop de matériel. Il faut savoir que tous les ennemis n'ont pas forcément des figurines. À la base, c'était des figurines génériques pour 3 types d'ennemis. Avec le KS, ils en ont rajouté pour correspondre à l'aventure. Normalement, dans le KS qui va arriver d'ici peu, on devrait avoir des figurines en plus et beaucoup plus d'aventures également. Voilà, c'était Arena The Contest. Moi, je le classe dans les Dungeon Crawler. C'est entre le Dungeon Crawler et le jeu d'escarmouche. Mais on est vraiment sur du jeu de plateau. C'est plutôt simple, plutôt direct, très agréable. Il y a beaucoup de personnages. On voit ici qu'il y a pas mal de personnages qu'on peut incarner. Vous voyez, ça, c'est différents personnages qu'on peut avoir. Donc, on a vraiment des figurines pour chaque personnage, par contre. Et ma foi, et le matériel. Donc là, ici, c'est les murs 3D, les portes 3D, mais ça existe avec le jeu de base, c'est en 2D avec du cardboard. Et ça donne un effet bien sympathique une fois que c'est peint. Donc j'ai commencé à peindre il n'y a pas longtemps. Je vais essayer de le terminer en attendant le prochain KS. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Arena The Contest. Ciao, ciao.